le regard vide, leurs noms et identités arrachés à leur liberté. Ils l'attendaient dans la pièce la plus sombre du manoir, une pièce rarement éclairée par la lumière du soleil, utilisée pour entreposer vieux meubles et secrets. Monsieur Dubois n'était pas présent lors du dernier acte d'humiliation, mais sa présence était ressentie comme un fouet invisible suspendu dans l'air. Il avait laissé des ordres clairs et chuchoté à son contremaître de confiance, un métis aux cicatrices anciennes et à la loyauté forgée dans la peur, qui relaya le message aux 4 hommes. La punition d'Adeline ne serait pas seulement physique, mais une destruction de sa dignité, une démonstration de pouvoir grotesque qui résonnerait dans les couloirs de la ferme, même si elle ne serait jamais verbalisée. Adeline, les yeux gonflés par les pleurs, fut poussée au centre de la pièce. Sa robe de soie, maintenant froissée et souillée, lui semblait un linceul. Une odeur de moisi et de désespoir remplissait l'air. Elle n'osait pas regarder les hommes devant elle, dont les corps, bien que robustes, semblaient pliés sous le poids d'un ordre défiant toute humanité. Ils étaient des instruments entre les mains de Monsieur Dubois, et elle, la matière première de sa perversion. Le silence était aussi lourd que l'humidité de l'air, collant à la peau et étouffant les mots non prononcés. L'un des esclaves, le plus âgé, nommé Kojo, aux larges épaules et à la barbe blanche clairsemée, fut le premier à bouger. Son regard, témoin de la mort de sa famille et de la perte de ses terres, exprimait désormais une tristesse encore plus profonde. Il ne la toucha pas, mais sa présence était une force. Les 3 autres, plus jeunes, restèrent immobiles, le visage impassible, tels des masques de souffrance. Ils comprenaient à la gravité du moment, la frontière ténue qui séparait l'obéissance aveugle de l'anéantissement moral. Refuser signifiait une mort lente et douloureuse, peut-être pour eux-mêmes, et pour les membres de leur famille, encore en vie sur la plantation. Mais obéir signifiait devenir partie prenante de la machine de cruauté qui les broyait. Adeline sentit le sol trembler sous ses pieds, non pas à cause d'un tremblement de terre, mais à cause des secousses de son propre monde. Elle n'était plus Madame Dubois, la fermière. Elle était Adeline, une femme dépouillée de tout, réduite à l'état d'objet, tout comme les esclaves. L'ironie était cruelle. Humiliée, elle se retrouvait pour la première fois au même niveau que ceux que son mari considérait comme inférieurs à l'humanité. Mais cette égalité forcée ne lui apportait aucune consolation, seulement un abîme de désespoir. Le contremaître attendait à la porte, son ombre allongée par la faible lumière d'une lampe. Il n'avait pas besoin de voir. Il avait besoin de savoir que l'ordre avait été exécuté. La plantation, avec ses champs de canne à sucre à perte de vue, était un royaume de murmures et de secrets. Personne n'oserait questionner Monsieur Dubois. Personne n'oserait parler de ce qui allait se passer dans cette pièce. L'honneur de la famille était une façade de porcelaine, et la moindre fissure serait vite scellée par le silence et la peur. À l'intérieur de la pièce, le temps s'étirait, transformant les secondes en éternité. Adeline ferma les yeux, désirant que les ténèbres l'engloutissent. Elle ne résista pas physiquement, sachant que ce serait vain et ne ferait qu'intensifier la fureur de son mari. Sa résistance était intérieure, un cri silencieux qui résonnait seulement dans son âme. Les hommes l'encerclaient, mais ils ne s'approchèrent pas. Il y eut une hésitation, une réticence que M. Dubois n'avait pas anticipée. Il s'attendait à une soumission immédiate, à une démonstration de force brutale. Mais ce qu'il avait créé était une scène d'horreur silencieuse, où les victimes s'affrontaient dans un purgatoire commun. Kojo, la voix rauque après des années de travaux forcés et le peu de mots qu'il avait prononcés, rompit enfin le silence. « Madame » murmura-t-il d'une voix à peine audible, « nous ne voulons pas faire ça. » Adeline ouvrit les yeux, surprise par l'humanité inattendue au milieu de cette barbarie. Les 3 autres hochèrent la tête, leur regard moins vide, plus empli d'une douleur qu'elle commençait à reconnaître. C'était la douleur de l'impuissance, de la dignité volée, du choix entre sa propre annihilation ou l'obéissance à un monstre. La nuit s'écoulait, et les bruits de la ferme, les grillons et le vent dans les feuilles de canne à sucre, semblaient se moquer de leur sort. Le contremaître impatient frappa enfin à la porte. « Ordre du maître !» grogna-t-il, sa voix rappelant le pouvoir qui les contrôlait. Kojo regarda Adeline, puis les autres hommes. La décision devait être prise. La farce devait être jouée s'il voulait survivre.
La cruauté de M. Dubois les forçait non seulement à agir, mais aussi à mentir, à faire semblant, à se rendre complices d'un récit qu'ils s'étaient forgé. Le salut, s'il en était un, résidait dans la mise en scène de leur propre malheur. Adeline, dans un dernier soupir, hocha la tête. Elle comprenait. Ils étaient à tous pris au piège de la même toile, victimes de la même araignée. Il n'y avait pas d'issue facile. Seulement le choix de survivre à l'enfer qui leur était imposé. Les esclaves, avec une réticence visible dans leurs mouvements, commencèrent à jouer la farce que le surveillant, et par extension M. Dubois, attendait. Il n'y avait pas de passion, seulement une chorégraphie de soumission et de désespoir, une performance pour un public invisible mais omniprésent. À chaque contact, Adeline ressentait non pas la violence physique qu'elle attendait, mais la profonde violation de son âme, le coup ultime porté à son identité. À chaque murmure forcé, elle percevait la complicité silencieuse des hommes, eux aussi victimes, pris au piège du même pouvoir et de l'humiliation. La nuit, qui aurait dû être un enfer de douleur, se transforma en un enfer de silence et de complicité forcée, un secret que tous les protagonistes emporteraient dans la tombe. Le corps d'Adeline était la scène, et la dignité de chacun, la pièce sacrifiée. Le soleil matinal, implacable comme la vérité, filtrait à travers les fentes de la fenêtre poussiéreuse, révélant la pièce sinistre dans son austérité. Le surveillant, après avoir frappé une dernière fois à la porte, apparemment satisfait des bruits et du silence qui avaient suivi la longue nuit, s'était retiré avant l'aube, emportant avec lui la certitude que l'ordre du maître avait été exécuté. Il laissa derrière lui Adeline et les 4 esclaves, épuisés, chacun dans son propre abîme de désespoir. Adeline était recroquevillée sur le sol froid, sa robe n'étant plus qu'une masse froissée de soie et de honte. Ses yeux, rouges et gonflés, évitaient le regard des hommes, mais elle sentait leur présence, le poids partagé d'une nuit de spectacle et de douleurs silencieuses. Kojo, l'aîné, lui tournait le dos, ses larges épaules voûtées sous un fardeau invisible. Les 3 autres, trop jeunes pour supporter une telle cruauté, ressemblaient à des statues de souffrance, le visage impassible, mais leurs yeux autrefois vides brillaient désormais d'une douleur qui transcendait l'esclavage physique. Il n'y avait pas de violence manifeste, pas celle à laquelle M. Dubois s'attendait, mais cette nuit était un viol de l'âme, un massacre de la dignité qui les forçait tous à participer à une farce grotesque. Ils avaient monté une pièce de soumission pour le surveillant, une danse macabre des corps présents, mais des esprits absents, pour préserver leur vie et celle d'Adeline, qui avait compris le terrible choix. Lorsque le contremaître annonça à M. Dubois que l'ordre a été exécuté, le fermier sourit, un sourire froid et satisfait qui n'atteignit pas son regard glacial. Pour lui, Adeline avait été brisée, sa rébellion étouffée. La nouvelle se répandit dans les couloirs du manoir à voix basse, mais personne n'osa parler ouvertement. L'honneur de la famille Dubois n'était plus qu'une façade de porcelaine, et l'incident serait balayé sous le tapis de l'histoire, un secret qui pèserait lourdement sur tous les intéressés. Adeline reprit ses habitudes, ombre d'elle-même, l'épouse objet que M. Dubois désirait. Sa présence aux réceptions était désormais plus discrète, son regard plus distant. Elle était une représentation, mal aimée, et maintenant, plus encore. Mais la nuit dans la chambre noire avait semé une graine inattendue, non pas celle d'un nouvel être, mais celle d'une nouvelle perception. Adeline, réduite à l'état d'objet, avait entrevu l'humanité chez ceux que son mari considérait comme moins qu'humains. Kojo et les autres, dans leur réticence forcée, avaient fait preuve d'une compassion qu'elle ne s'attendait pas à trouver à la ferme. Elle les voyait dans les champs, leurs corps courbés sous le soleil, et leurs regards se croisaient brièvement, reconnaissance silencieuse d'une tragédie commune. Il n'y avait pas de mots, il ne pouvait y en avoir, mais un pont invisible s'était construit entre eux, fait de silence et de souffrance. 3 mois passèrent. La vie à la ferme continuait son rythme effréné. Adeline, cependant, commençait à ressentir les premiers signes d'un changement dans son corps. Nausées matinales, fatigue persistante, aversion pour certains aliments. La panique la saisit. Elle était enceinte. L'enfant n'était ni celui de Kojo, ni celui des autres. Elle savait, avec une terrible certitude, qu'il s'agissait de M. Dubois,
depuis l'une des rares et brèves nuits où il l'avait utilisée comme épouse, des mois avant l'incident. Comment l'expliquer? Personne ne croirait la vérité. L'histoire de M. Dubois était déjà écrite. Lorsqu'Adeline, la voix étranglée par la peur, révéla sa grossesse à son mari, il la regarda avec une expression de satisfaction perverse. Ses yeux, qui exprimaient rarement l'émotion, brillaient d'un sombre triomphe. « Mon expérience a donc réussi », murmura-t-il presque pour lui-même. « Tu as appris à connaître ta place, Adeline, et maintenant nous avons un héritier fort, sans aucun doute, avec la vigueur que j'attendais. » Il croyait, ou choisissait commodément de croire, que l'enfant était le fruit de cette nuit macabre, la preuve ultime et incontestable de son pouvoir absolu, de sa capacité à façonner la réalité à sa guise, à détruire la dignité tout en cueillant les fruits de sa perversion. Adeline sentit un frisson lui parcourir le dos. La vérité importait peu, son récit était la seule réalité. Il avait réécrit l'histoire, transformant son humiliation en un acte de contrôle absolu, et l'enfant qui grandissait dans son ventre, qui était son sang, en un trophée de sa cruauté. Elle n'avait ni voix ni choix. Elle était prisonnière du réseau de mensonges et de perversions de M. Dubois, et l'enfant serait la preuve vivante d'une tromperie que chacun connaissait, mais que personne n'oserait nier. La ferme, avec son odeur de mélasse et de sueur, portait désormais aussi l'amertume d'un secret qu'on garderait de force, d'un silence imposé qui crierait plus fort que toute vérité. Adeline, l'épouse obèse, la femme humiliée, portait désormais le poids d'une vie nouvelle, une vie qui naîtrait sous le signe d'un mensonge pervers, dans un monde où la vérité était une monnaie sans valeur. Elle était plus que jamais prisonnière, son corps et son âme désormais entièrement sous le contrôle d'un homme qui considérait chacun comme sa propriété. Adeline sentait le poids du mensonge grandir en elle, une ombre froide qui s'étendait sur chaque pièce de la grande maison. M. Dubois, dans sa conviction perverse, la voyait comme une confirmation de son pouvoir, et l'enfant qu'elle portait, la preuve vivante de sa victoire. La plantation, autrefois théâtre de son humiliation personnelle, était désormais un labyrinthe où sa vérité était emprisonnée, réduite au silence par la peur et la complaisance du propriétaire. Elle observait les esclaves dans les champs de canne à sucre, leur corps courbé sous le soleil impitoyable, et son regard, autrefois lointain, cherchait maintenant à se reconnaître, signe qu'elle n'était pas seule dans sa prison de silence. Ce fut Kojo, l'aîné des 4 hommes témoins de sa nuit de terreur, qui offrit la première lueur d'espoir. Leurs regards se croisèrent avec une fréquence presque imperceptible, un code secret de douleur et de compréhension. Un jour, rencontrant Adeline sur le porche, Kojo laissa discrètement tomber un petit paquet de feuilles séchées. « Contre les nausées, madame », murmura-t-il d'une voix si basse qu'elle était à peine audible, avant de s'éloigner précipitamment. C'était une tisane préparée par sa propre mère, une guérisseuse qui travaillait en cuisine, et qui avait, d'une manière ou d'une autre, perçu la souffrance cachée d'Adeline. Ce petit geste de bonté, venant d'un homme que son mari considérait comme inhumain, ouvrit une brèche dans l'obscurité d'Adeline. Elle commença à rechercher Kojo dans ses moments d'isolement, au fond de la chapelle abandonnée de la ferme, un lieu oublié où les murs écaillés recelaient plus de secrets que la maison elle-même. Là, dans l'ombre, ils échangèrent des murmures. Kojo parla de sa terre natale, des étoiles qui guidaient ses ancêtres, des chants que sa mère chantait pour conjurer la peur. Adeline, à son tour, partagea le fardeau de la solitude, la cruauté silencieuse de son mariage et la terreur d'élever un enfant sous l'ombre de M. Dubois. Dans un acte de rébellion silencieuse, elle commença à apprendre à lire à Kojo. Avec des morceaux de fusain et de papier volés sur le bureau de son mari, elle traçait des lettres et des mots, tandis qu'il absorbait chaque leçon avec une soif insatiable. Apprendre à lire était un crime passible de mutilation pour un esclave, et pour une maîtresse, une trahison indicible. Mais dans cette chapelle en ruine, à chaque lettre apprise, à chaque mot déchiffré, il construisait un pont invisible de respect et de confiance, une amitié forgée dans le secret et la souffrance partagée. Adeline ne voyait plus en Kojo un esclave, mais un homme à la dignité inébranlable, et il voyait en elle une prisonnière qui, malgré ses privilèges superficiels, était aussi captive que lui.
La grossesse d'Adeline progressait, et avec elle, sa peur. Kojo, sentant l'urgence et la vulnérabilité de sa situation, finit par lui confier un secret encore plus grand. « Madame, dit-il un soir d'une voix grave, il existe un moyen. Nous ne sommes pas seuls. » Il révéla l'existence d'un quilombo au cœur de la forêt, une communauté d'anciens esclaves évadés, dirigée par un homme nommé Zumbi, connu pour sa ruse et son courage. Un plan d'évasion de grande envergure était en cours, une chance pour des dizaines d'esclaves de la plantation de Monsieur Dubois de trouver la liberté. « Tu peux venir avec nous, » proposa Kojo, les yeux rivés sur elle. « Toi et l'enfant. Monsieur Dubois ne vous laissera jamais partir. Et cet enfant, qu'il considère comme un trophée, vivra sous le même mensonge. » Adeline sentit son cœur s'emballer. Fuir signifiait abandonner tout ce qu'elle connaissait, même une prison dorée. Cela signifiait devenir une fugitive, traquée sans merci par les capitaines de brousse, vivant dans l'incertitude et le danger constant. Mais rester signifiait élever son fils, le fils de son sang, sous la domination d'un monstre, dans un monde où la vérité était déformée et la dignité bafouée. Le choix était brutal, et l'avenir un abîme de possibilités incertaines. La décision serait forgée dans les braises du désespoir et de l'espoir, un fardeau trop lourd à porter seul. La décision d'Adeline pesait lourdement sur elle, un nuage noir qui ne se dissipait pas. La perspective d'une vie de cavale, avec un enfant dans les bras, dans les forêts denses et inhospitalières, était terrifiante. Mais l'alternative, rester à la ferme sous la coupe de Monsieur Dubois, et regarder son enfant grandir tel un trophée de sa perversion, un mensonge vivant, était encore plus étouffante. Elle regardait son ventre grossir, chaque mouvement de l'enfant en elle lui rappelant le dilemme brutal. Chaque jour, la grossesse devenait plus visible, et avec elle, l'urgence d'un choix final. Kojo continuait de lui rendre visite à la chapelle, apportant non seulement les herbes de sa mère, mais aussi des fragments d'espoir, des nouvelles du quilombo de Zumbi, des récits d'hommes et de femmes ayant trouvé la liberté dans les montagnes. L'idée de fuite, autrefois un murmure lointain, résonnait désormais d'une mélodie dangereuse mais irrésistible. Les mois s'écoulèrent, lourds et lents comme l'air humide de la plantation. Adeline se préparait à la naissance avec un mélange d'appréhension et d'une étrange détermination. Elle savait que l'arrivée de l'enfant serait le catalyseur, le point de non-retour. Monsieur Dubois, dans son arrogance, avait déjà proclamé à tous que l'héritier serait la preuve de sa discipline sur sa femme et de la supériorité de sa méthode. Il se vantait, lors de dîners et de réunions, d'avoir redressé Adeline et qu'elle lui donnerait désormais un fils fort, un avenir pour ses terres. La vérité, cependant, était un couteau bien aiguisé attendant le moment opportun pour percer sa façade de contrôle. Adeline, dans son silence, gardait le secret le plus dangereux de la plantation, un secret qui pouvait détruire non seulement sa vie, mais aussi le pouvoir même de son mari. La nuit de la naissance arriva avec la fureur d'une tempête tropicale. Des cris de douleur déchirèrent le silence de la maison principale, tandis que les sages-femmes, esclaves expérimentés, travaillaient dans l'obscurité de la chambre d'Adeline. Monsieur Dubois attendait dehors avec impatience, avide de son trophée. Des heures d'agonie passèrent avant qu'enfin un cri faible et persistant ne retentisse. L'enfant était né. Adeline, épuisée mais avec une force retrouvée, tenait la petite créature dans ses bras. C'était une fille, à la peau pâle comme du lait, aux cheveux blonds fins et aux yeux bleus, ouverte sur le monde. L'enfant était indéniablement blanche. C'était la fille biologique de Monsieur Dubois. Lorsque Monsieur Dubois entra dans la pièce, son sourire triomphant se figea. Il regarda l'enfant dans les bras d'Adeline, puis son visage, et son visage se tordit sous une fureur incontrôlable. « C'est impossible, rugit-il, sa voix résonnant sur les murs. « Vous m'avez piégé. Vous et ce maudit esclave avez monté ce coup. Je m'attendais à un héritier sans mêlée, une preuve de ma puissance, pas à ce monstre blanc. » Adeline, malgré la faiblesse de l'accouchement, rassembla toutes ses forces. Ses yeux, auparavant emplis de peur, brillaient maintenant d'une détermination farouche. « Cet enfant est à vous, » dit-elle d'une voix rauque mais ferme. « Je n'ai jamais touché Kojo. Vous m'avez forcé à le garder, mais nous avons résisté. C'est votre fille, Monsieur Dubois, votre sang,
Le visage du fermier s'empourpra, les veines de son cou saillantes, son récit de contrôle absolu, son héritage de pouvoir et de perversion, avait été brisé par la vérité la plus simple, la plus indéniable, la couleur de peau de sa propre fille. Il ne l'accepterait pas, il ne pouvait pas l'accepter. La vérité n'avait pas sa place dans son monde de mensonges et de domination. « Alors, tu t'es moqué de moi » hurla-t-il en la pointant d'un doigt tremblant. « Je vous tuerai tous les deux, toi et l'esclave. Je donnerai l'exemple pour que personne d'autre n'ose se moquer de moi. » Adeline serra le bébé contre sa poitrine, la protégeant de son propre corps. « Tue-moi si tu veux » le défia-t-elle en levant les yeux vers lui. « Mais cet enfant est ton sang. Tu ne peux pas effacer la vérité. » La menace de M. Dubois, proférée avec une férocité qui fit trembler les sages-femmes, fut la goutte d'eau qui fit déborder le vase. La nouvelle que Kodjo serait exécuté pour l'exemple se répandit comme une traînée de poudre parmi les esclaves des plantations, déjà à bout de souffle. La patience d'hommes et de femmes qui avaient enduré des générations de cruauté finit par céder. Cette nuit-là, les tambours, qui avaient jusque-là résonné lors de rituels secrets et de lamentations silencieuses, commencèrent à résonner différemment. Un rythme impérieux et puissant, non pas de célébration, ni de deuil, mais de révolte. Un son qui résonna dans les champs de canne à sucre, les quartiers des esclaves et les couloirs de la maison principale, annonçant que le vent avait tourné. La colonie n'oublierait jamais cette nuit, mais les archives officielles l'effaceraient. La fureur de M. Dubois était un feu qui menaçait de les consumer tous. Son autorité, sa fierté, sa réalité même avaient été brisées par l'indéniable vérité qui se trouvait en son berceau. La menace de tuer Adeline et Kodjo n'était pas un bluff. C'était la promesse d'un homme rendu fou par la perte de son pouvoir. Il ordonna que Kodjo soit traîné dans la cour centrale de la plantation, pour être pendu à l'aube. Un exemple brutal pour quiconque osait défier sa volonté. La nouvelle se répandit comme une traînée de poudre dans les quartiers des esclaves, non comme un avertissement, mais comme la mèche d'une bombe à retardement qui attendait depuis longtemps d'exploser. Les tambours, déjà battant au rythme de l'insurrection, s'intensifièrent, leurs échos se mêlant aux murmures de colère et de détermination d'hommes et de femmes qui avaient trop enduré. Mais l'exécution de Kodjo n'aurait jamais lieu. Avant même que le soleil matinal ne puisse teindre le ciel d'or, avant que les chaînes ne soient serrées autour de son cou, l'enfer se déchaîna. 50 esclaves, menés par l'imposant Zumbi, surgirent des ombres de la nuit, machettes acérées, faucilles et torches flamboyantes. Ils étaient le visage de la vengeance, l'incarnation de siècles de souffrances réprimées. L'attaque du manoir fut rapide et impitoyable. Fenêtres brisées, portes enfoncées, et les cris de terreur des quelques surveillants fidèles se mêlèrent au rugissement des rebelles. Le feu, alimenté par la paille sèche et la canne à sucre, commença à consumer les champs, transformant la plantation en une mer de flammes dansantes qui illuminait la nuit d'une lueur inquiétante. M. Dubois, surpris dans sa chambre, tenta de s'échapper par l'arrière, prêt à tout pour sauver sa peau. Son visage, autrefois endurci par la cruauté, était maintenant blême de terreur. Il courut à travers les couloirs en flammes, trébuchant sur des objets et des corps, l'odeur de fumée et de chair brûlée emplissant ses poumons. Mais son chemin fut barré par Zumbi, qui l'attendait à la sortie de la cuisine, silhouette imposante et inébranlable. Les yeux de Zumbi, qui avait vu l'esclavage emporter ses frères et sœurs, brillaient d'une justice impitoyable. Sans un mot, il le maîtrisa, l'attachant avec les mêmes cordes qui avaient autrefois lié tant de ses compatriotes. L'air de M. Dubois était révolu. Alors que le chaos de la révolte engloutissait la ferme, Adeline, encore affaiblie par l'accouchement, serrait le bébé contre sa poitrine. Les cris de l'enfant contrastaient fortement avec les hurlements et le rugissement du feu. Elle savait qu'elle devait fuir, mais où aller? La peur la paralysait, jusqu'à ce qu'une ombre familière apparaisse dans l'embrasure de la chapelle abandonnée où elle s'était réfugiée. C'était Kodjo. Ses yeux, autrefois emplis d'une douleur silencieuse, brûlaient maintenant d'une détermination farouche, mais aussi d'une compassion qu'elle reconnaissait. « Viens avec moi, maintenant », dit-il d'une voix pressante mais pleine de promesses. Adeline n'hésita pas. Sans un mot, elle se leva, le bébé dans ses bras,
et suivit Kodjo hors de la chapelle, dans l'obscurité de la nuit, vers la liberté incertaine qui l'attendait dans les montagnes. Ensemble, ils rejoignirent un groupe d'esclaves en fuite, leurs visages illuminés par les flammes de la plantation qui flamboyaient au loin. Alors qu'ils gravissaient les sentiers escarpés et sombres de la forêt, le bruit de la destruction s'estompa, remplacé par le bruissement des feuilles et les battements de leur cœur. La plantation du bois, symbole de cruauté et d'oppression, était consumée par le feu qu'elle avait allumé. En contrebas, au milieu de la plantation en flammes, M. Dubois fut conduit devant un tribunal improvisé, composé des mêmes esclaves qui l'avaient tourmenté. Ses yeux, autrefois emplis de dédain, implorèrent désormais la clémence, mais il n'y en eut pas. Les voix de ses accusateurs, autrefois réduites au silence par le fouet, résonnèrent avec la force du tonnerre. Sa sentence fut prononcée par Zumbi, avec la gravité d'un juge enfin au pouvoir. Vous mourrez comme vous avez vécu, monsieur Dubois, enchaîné à la destruction que vous avez vous-même semée. Il fut traîné jusqu'à la grande maison, dans la salle principale où il avait autrefois étalé sa richesse et son pouvoir. Là, enchaîné, il regarda les flammes consumer tout ce qui lui était cher, jusqu'à ce que le toit s'effondre sur lui. Il mourut comme il avait vécu, entouré de la destruction qu'il avait lui-même provoquée, son arrogance et sa cruauté trouvant finalement leur fin dans une mer de feu et de fumée. La colonie brésilienne, sous domination française, n'oublierait jamais cette nuit de terreur et de libération. Les rumeurs de révolte se répandirent comme une traînée de poudre, mais les autorités coloniales agissaient rapidement pour en contrôler la diffusion. Les archives officielles furent falsifiées. La plantation du bois fut déclarée perdue dans un incendie accidentel, et M. Dubois, victime honorable. Adeline fut déclarée morte aux côtés de son mari, son nom et son histoire effacés, afin de préserver l'honneur de la famille et l'image d'ordre et de contrôle de la colonie. Kodjo, Zambi et les autres furent classés comme dangereux fugitifs, leurs existences réduites à l'état de notes de bas de page, dans un système qui refusait de reconnaître leur humanité. La vérité de cette nuit, celle d'une femme qui résista et celle des esclaves qui s'affranchirent, fut enfouie sous des couches de mensonges et de silence. La colonie n'oublierait jamais cette nuit, mais les archives officielles l'effaceraient. La fuite vers les montagnes fut un baptême du feu pour Adeline. Chaque pas, chaque feuille qui se brisait sous ses pieds était l'écho d'une liberté retrouvée et d'un danger imminent. Elle, Madame Dubois, qui ne s'était jamais souillé les mains, portait maintenant sa fille nouveau-née sur des sentiers escarpés, le corps épuisé, mais l'esprit animé d'une détermination qu'elle n'aurait jamais imaginé posséder. Kodjo, à ses côtés, était son ancre et son guide. Il connaissait chaque rocher, chaque ruisseau, chaque cachette que la forêt offrait, une sagesse affinée par la vie dans les quartiers d'esclaves et le travail des champs. Le groupe de fugitifs, une trentaine d'âmes lasses mais pleines d'espoir, avançait en silence, sous la protection des arbres centenaires qui semblaient détenir les secrets de générations. Les jours se transformèrent en semaines, et les semaines en mois. Au cœur de la Serra d'Omar, où le contrôle colonial n'était qu'une ombre lointaine, ils trouvèrent refuge. Zumbi, le leader charismatique et stratège qui avait orchestré la révolte, y avait déjà établi un quilombo prospère, une communauté de résistance qui était une épine dans le pied des autorités. Adeline, Kodjo et la Petite Liberté, le nom que Kodjo murmura à la fillette, signifiant « liberté » en français, la langue qu'il avait apprise et qui était désormais le symbole de sa propre émancipation, furent accueillis avec joie. La vie dans le quilombo était dure, marquée par le travail éreintant de la chasse, de la cueillette et de la culture de petites parcelles. Mais c'était une vie de liberté. Chaque grain de maïs planté, chaque hutte construite, était un acte de défiance envers le système qui les avait asservis. Adeline, grâce à son éducation formelle, trouva un nouveau but. Loin des couloirs poussiéreux et des conventions sociales du manoir, elle devint l'institutrice du quilombo. Utilisant les quelques bouts de papier et de charbon qu'ils avaient réussi à récupérer, puis des feuilles de bananier et du jus de genipape, elle apprit à lire et à écrire aux enfants et aux adultes. Ce fut un acte révolutionnaire. Les mots, autrefois outils de contrôle pour les maîtres, devinrent désormais des instruments d'émancipation, de connaissance
et de préservation de l'histoire elle-même. Chants africains, récits de ses ancêtres, stratégies de survie. Tout était enregistré, tout était enseigné. La petite Liberté grandit dans un environnement où le savoir était valorisé et où la liberté était l'air qu'il respirait. La relation entre Adeline et Kojo s'approfondit. Ce n'était pas un amour romantique, mais une amitié forgée dans la fournaise d'un traumatisme partagé et d'une résistance silencieuse. Ils étaient deux pôles, un ancien maître et un ancien esclave, unis par le même emprisonnement, la même évasion et la même quête de dignité. Kojo, aux côtés de Zumbi, devint l'un des chefs du Quilombo, sa voix grave et sa sagesse étant respectées de tous. Adeline le voyait sous un nouveau jour, non pas comme l'esclave que son mari tentait d'utiliser pour l'humilier, mais comme un homme d'une intégrité inébranlable, dont l'humanité avait résisté aux oppressions les plus brutales. « Tu as sauvé mon humanité cette nuit-là, Kojo », lui dit-elle des années plus tard, tandis qu'il regardait les enfants jouer. « Et tu as sauvé la mienne, Adeline », répondit-il, son regard croisant le sien avec une profonde reconnaissance. Mais tandis que la vie prospérait dans le Quilombo, le monde colonial tenta d'en effacer l'existence. Les autorités françaises, soucieuses de maintenir l'illusion de l'ordre et du contrôle, enregistrèrent officiellement la mort de Madame Adeline Dubois dans l'incendie de la ferme, aux côtés de son mari. Kojo, Zumbi et tous les autres fugitifs furent classés comme fugitifs dangereux, leur existence réduite à de simples menaces pour les biens. La fille d'Adeline, Liberté, n'a jamais existé dans les archives coloniales. Pour l'Empire, elle était un fantôme, une vérité dérangeante qu'il était impossible d'admettre. Les lettres qu'Adeline tenta, au fil du temps, d'envoyer aux abolitionnistes en France, dénonçant les horreurs dont elle avait été témoin et l'existence du Quilombo, furent interceptées et brûlées par les autorités métropolitaines, craignant que de telles vérités n'incitent à de nouvelles révoltes ou ne ternissent la réputation de la couronne. L'affaire Dubois fut délibérément passée sous silence. Elle révéla la corruption morale de l'élite coloniale, la fragilité de son pouvoir et la résilience des esclaves. L'histoire d'une femme blanche qui refusa d'être un objet et trouva son humanité parmi ceux que son mari méprisait était trop dangereuse à raconter. Pendant des décennies, seuls les murmures et les légendes persistèrent dans les villages voisins, les histoires d'un Quilombo invincible et d'une femme disparue. Aucune preuve, seulement l'écho d'une vérité qui refusait de mourir. Ce n'est qu'en 1890, plus d'un siècle plus tard, qu'un historien abolitionniste français, fouillant dans les archives coloniales, découvrit des fragments de journaux intimes cachés appartenant à un contremaître de la plantation Dubois, dont les quelques lignes griffonnées secrètement mentionnaient la dame et l'esclave, et un enfant aux yeux bleus qui s'était enfui. La vérité était enterrée, mais pas morte. Elle attendait patiemment le moment d'apparaître au grand jour, tout comme les graines que Kojo et Adeline avaient semées dans les montagnes, attendant la moisson de la liberté. Des décennies s'étaient écoulées depuis que les flammes nocturnes avaient consumé la ferme Dubois et que la liberté était née dans les montagnes. Le Quilombo, autrefois refuge précaire, prospérait, se transformant en une communauté dynamique et autonome, un symbole de résistance au cœur des ténèbres coloniales. Parmi les arbres feuillus et les ruisseaux aux eaux cristallines, une nouvelle génération naissait, forgée dans la liberté et les enseignements de ses ancêtres. Liberté, la jeune fille aux yeux bleus et aux cheveux blonds, née dans la tourmente de la révolte, était désormais une adulte forte et respectée. Ses traits, autrefois déclencheurs de la fureur de M. Dubois, étaient désormais la preuve vivante que la vérité, malgré tous ses efforts pour l'effacer, trouve toujours un chemin. Elle était une figure de proue de la communauté, sa voix résonnant de la sagesse qu'Adeline et Kojo lui avaient transmise, et une fière mère de 3 enfants, dont les yeux brillaient de la promesse d'un avenir encore plus libre. Sa famille était la preuve silencieuse que l'amour et la dignité pouvaient s'épanouir là où la tyrannie n'avait tenté que de semer la haine. Par un après-midi ensoleillé, à l'ombre généreuse d'un manguier centenaire, Adeline, devenue une femme âgée aux cheveux argentés et à la peau marquée par le soleil et le temps, était assise à côté de Kojo. Lui aussi âgé, mais le regard empli de la même dignité silencieuse, observait au loin le Quilombo florissant. Les enfants couraient et riaient, le son de leur voix emplissant l'air d'une joie qui n'aurait jamais été permise dans les quartiers des esclaves.
Les femmes tissaient, les hommes travaillaient la terre, et la vie continuait, libérée des chaînes et des fouets. Le temps avait gravé en eux la sagesse des survivants, la paix de ceux qui avaient trouvé leur place dans le monde, et la force de ceux qui n'avaient jamais cédé. Leur amitié, forgée dans la douleur et l'espoir, était devenue un pilier de la communauté, un exemple vivant que les barrières imposées par la société pouvaient être brisées par une humanité partagée. Adeline, avec un sourire mélancolique mais serein, se tourna vers Kojo. « Ça en valait la peine », demanda-t-elle d'une voix murmurante qui se mêlait au bruissement des feuilles. Ses yeux parcoururent le Quilombo, absorbant chaque détail de la vie qu'ils avaient contribué à construire. Kojo contempla le Quilombo prospère, les visages libres de ses frères et sœurs, les petits-enfants de liberté jouant sans souci. Une paix profonde emplit son visage. « Chaque jour de liberté vaut une vie de chaîne, Adeline », répondit-il d'une voix grave et pleine de conviction. Il se souvenait des cicatrices, de l'Atlantique, de l'humiliation, mais il voyait maintenant le fruit de tout cela, la liberté. Adeline sourit, un sourire qui illumina son visage ridé. Monsieur Dubois voulait nous détruire. Il voulait nous briser, nous réduire à de simples objets de sa perversion. Mais nous avons construit ce qu'il n'a jamais eu. Une communauté d'amour, de respect, de liberté. Une famille qu'il n'a jamais pu comprendre. Ils ont gagné en restant humains. Marguerite fut contrainte à un acte odieux par un mari monstrueux. Kofi fut menacé de mort pour sa mère. Mais ils choisirent de préserver leur humanité, alors même que le monde qui les entourait célébrait l'inhumanité. Leur histoire fut effacée, car elle révélait des vérités dérangeantes. Les maîtres coloniaux étaient les véritables sauvages. La résistance existait même dans les endroits les plus sombres. L'amour et la dignité survivaient même en enfer. Les autorités françaises occultèrent cette affaire pendant des décennies, car elle révélait l'hypocrisie brutale du système colonial. Et maintenant, je vous le demande, combien d'histoires comme celle-ci ont été effacées pour protéger des réputations entachées? Combien de vérités sont encore enfouies, attendant d'être révélées? Si cette histoire vous a touché, ne la laissez pas mourir à nouveau. Abonnez-vous à la chaîne, activez la cloche et partagez avec ceux qui ont besoin de connaître les vérités qu'ils ont tenté de dissimuler. À bientôt, et n'oubliez jamais, l'histoire appartient à ceux qui ont le courage de la raconter, pas à ceux qui tentent de l'enterrer. La nuit tomba sur la plantation Dubois comme un épais manteau de ténèbres, mais c'est à l'intérieur de la grande maison que la véritable obscurité s'installa. Monsieur Dubois, le visage maigre et le regard glacial, savoura l'instant. La désobéissance d'Adeline, son murmure de discorde pendant le dîner, avait été la goutte d'eau qui avait fait déborder le vase. Il la voulait briser, humiliée, réduite à l'état d'objet, comme il voyait tout le monde. Son châtiment serait calculé, méticuleux, pensa-t-il en caressant sa barbe clairsemée d'un sourire glacial. C'était une démonstration de force, non seulement pour Adeline, mais aussi pour lui-même, pour les autres planteurs et pour les esclaves qui, d'une manière ou d'une autre, semblaient toujours sentir la peur et la cruauté dans l'air. L'idée, née du plus pervers des opportunismes, prit forme dans son esprit. Un châtiment qui lui permettrait de retrouver sa place, qui lui ferait ressentir ce que c'était que d'être une propriété, un corps sans volonté, comme il voyait tous ceux qu'il considérait comme inférieurs. Ce soir de nouvelle lune, il convoqua non pas un, mais 4 esclaves à la maison principale. Un groupe d'hommes robustes soigneusement sélectionnés, le corps marqué par le travail éreintant des ouvriers de la canne à sucre et le regard marqué par la douleur d'une vie d'oppression. Kojo était parmi eux, ses 28 ans et sa dignité tranquille, constituant un affront constant à Monsieur Dubois. Les 3 autres, des noms comme Jibad, Kwame et Sekou, étaient tout aussi imposants, leurs muscles tendus sous leur peau sombre, leurs regards vides d'espoir mais emplis d'une terreur contenue. Ils furent menottés, non pour les empêcher de s'échapper, mais pour accentuer le spectacle de la soumission, et conduits à la pièce verrouillée où Adeline était retenue captive, assise par terre, les yeux gonflés par les pleurs, le corps tremblant de faim et de peur. La porte s'ouvrit en grinçant, révélant Monsieur Dubois et ses surveillants, éclairés par une lampe. La lumière vacillante dansait sur les visages des 4 esclaves, poussés dans la pièce. Les yeux d'Adeline s'écarquillèrent. 4. Le prémisse même de son humiliation se dévoila devant elle.
Elle vit Kojo, et la surprise se mêla à la terreur. Monsieur Dubois, d'une voix empreinte de venin et de satisfaction, proclama son ordre devant les deux surveillants comme témoins, les yeux fixés sur Adeline, mais ses paroles s'adressant à Kojo. « Toi et tes compagnons avez été amenés pour servir ma femme, mais toi, Kojo, tu coucheras avec elle. Maintenant, si tu refuses, je ferai fouetter ta mère, Ama, à mort, lentement, pour qu'elle ressente chaque coup et que chacun de vous apprenne le sens de la désobéissance. » La mère de Kojo, Ama, travaillait aux cuisines. C'était une vieille femme frêle dont la vie ne tenait plus qu'à un fil. La menace de Monsieur Dubois fut un coup direct, un coup de poignard en plein cœur. Adeline, désespérée, hurla, sa voix rauque et brisée résonnant dans la pièce étouffante. « C'est de la folie. C'est un péché. C'est un crime. Vous ne pouvez pas faire ça. » Elle supplia, pleura, tenta de ramper jusqu'à son mari, mais fut retenue par les surveillants. Monsieur Dubois se contenta d'un rire sec et cruel qui sembla aspirer tout l'air de la pièce. « Crime ? Je suis la loi ici, Madame Dubois. Voulez-vous vous sentir supérieure aux esclaves ? Alors vous apprendrez que, pour moi, vous êtes mes égaux, ma propriété, des meubles que je déplace à ma guise. » Les trois autres esclaves, Jibad, Kwame et Sekou, restèrent silencieux, les yeux rivés au sol, la tête baissée, le corps crispé de muscles. La terreur se lisait sur leurs visages, mais aussi une amère résignation. Ils avaient assisté à des actes d'une cruauté indicible, mais celui-ci, avec la femme du maître comme cible, représentait un degré de perversion inédit. Leurs poings étaient serrés, leurs épaules voûtées sous le poids de l'humiliation. Non seulement celle de Kojo et Adeline, mais la leur. L'humiliation n'était pas réservée à ceux contraints à l'acte. Elle visait à détruire toute trace d'humanité chez chacun, à renforcer l'idée qu'ici, sur la plantation du bois, la vie n'avait aucune valeur et que la dignité était une illusion. Kojo, de son côté, leva brièvement les yeux vers Adeline. Son regard exprimait une douleur ancienne, mais aussi une étincelle de quelque chose de plus profond. Un défi silencieux que M. Dubois ne comprenait pas. Il baissa de nouveau les yeux, les poings serrés, le corps tendu, mais son esprit s'opposait déjà à une résistance que vous ne pouviez pas prévoir. M. Dubois, satisfait de l'impact de son ordre, à l'image de sa femme et des esclaves soumis à sa volonté, tourna le dos. « Les trois autres resteront ici, veillant à l'exécution de mon ordre. Demain matin, je veux confirmation. » Il quitta la pièce. Le grincement de la porte sembla sceller le sort d'Adeline et Kojo, et le bruit de la clé tournant dans la serrure résonna comme un coup de marteau frappant leur cœur. Dehors, les surveillants montèrent la garde, leurs silhouettes imposantes se détachant sur la faible lumière des lampes, veillant à ce que personne n'entre ni ne sorte, et à ce que l'ordre le plus pervers de M. Dubois soit exécuté. Dans la pièce obscure, Adeline et les quatre esclaves subissaient le poids insupportable de cette nuit, leur destin cruellement lié par la tyrannie. Dans la pièce sombre, le silence était aussi pesant que l'humiliation qui planait. Adeline, blottie contre le mur du fond, les genoux contre la poitrine, le visage caché, sanglotait doucement. Une odeur de moisi et de désespoir remplissait l'espace. Dans le coin opposé, Kojo était assis, les yeux fixés au sol, les poings toujours serrés, son corps tel une statue de retenue. À ses côtés, Jibad, Kwame et Sekou se tenaient debout, leurs silhouettes imposantes, mais leurs esprits courbés sous le joug de la cruauté. Ils étaient à la fois témoins et prisonniers de la même perversion, chacun ressentant le poids de cet ordre hideux. Les heures s'écoulaient, marquées seulement par les sanglots étouffés d'Adeline et le craquement occasionnel des vieilles boiseries de la maison. La nouvelle lune, dehors, offrait une faible lumière, et les ombres dansaient, transformant les recoins de la pièce en abîmes de peur. Finalement, ce fut Kojo qui rompit le silence pesant. Sa voix, basse et rauque, mais emplie d'une détermination inébranlable, résonna dans la pièce. « Je ne la toucherai pas, Madame Dubois. » Adeline releva lentement la tête, les yeux gonflés et rouges, le fixant avec un mélange de surprise, de confusion et d'une lueur d'espoir qu'elle ignorait encore posséder. Que disait-il? La menace envers sa mère. « Mais votre mère » murmura-t-elle d'une voix à peine audible, incapable de saisir la profondeur de ce sacrifice. Kojo la regarda droit dans les yeux. Ses yeux, bien que fatigués,
brillant d'une lueur de défi. « Je préférerais qu'elle meure avec honneur plutôt que de vivre comme le monstre qu'il veut que je sois, » répondit-il d'une voix un peu plus ferme, mais toujours basse. Les 3 autres esclaves, qui jusque-là semblaient pétrifiés, s'agitèrent légèrement, un hochement de tête d'approbation à peine perceptible dans leurs yeux. Ils comprenaient le code de l'honneur, le choix entre une vie honteuse et une mort digne. À cet instant, Adeline vit Kodjo sous un jour nouveau. Il n'était pas l'esclave que son mari avait tenté d'utiliser comme un instrument de perversion, mais un homme aux principes inébranlables, un esprit libre prisonnier d'un corps enchaîné. C'était la première fois qu'elle assistait à un acte de véritable résistance, un refus d'être déshumanisée, même face à une mort imminente. De vagues de honte et d'empathie la submergea. « Je suis désolée », murmura-t-elle, les larmes remontant aux yeux, mais cette fois avec un sens nouveau. « Je suis désolée pour tout ce que mon peuple a fait au vôtre. Pour tout… » Kodjo l'interrompit d'une voix douce mais chargée d'une vérité amère. « Vous n'êtes pas votre peuple, Madame Dubois. Vous êtes aussi leur prisonnière. Nous sommes tous les deux dans la même cage, juste de chaque côté des barreaux. » Les 3 autres esclaves étaient assis par terre en cercle silencieux, respectant l'espace et la conversation qui se déroulait. Ils n'interféraient pas, mais leur présence était un témoignage silencieux, une approbation tacite du courage de Kodjo. Cette nuit-là, il n'y eut aucune violence, aucun acte odieux orchestré par M. Dubois. Au contraire, dans cette pièce sombre, sous le regard attentif et silencieux des 3 autres hommes, Adeline et Kodjo commencèrent à discuter, leurs voix chuchotées, à peine audibles. Ils évoquèrent la liberté perdue, les rêves brisés, les souvenirs d'une vie sans chaîne ni obligation. Adeline raconta sa vie à Lyon, le père qui l'avait vendue en mariage, la solitude et le mépris qui l'accompagnaient. Kodjo parla du Dahomey, de la famille qui lui avait été arrachée, de la traversée brutale de l'Atlantique et de la dignité qu'il refusait de sacrifier. Les heures passèrent, transformant la chambre de torture en un sanctuaire improbable d'humanité partagée. Ils découvrirent que, malgré leur monde si différent, la douleur de l'oppression les unissait, la conviction que même en enfer, l'humanité pouvait résister, l'espoir de préserver sa dignité, s'épanouir dans cet espace confiné. Jibad, Kwame et Sekou, écoutant en silence, ressentirent l'écho de cet espoir, un rappel que la résistance pouvait prendre de multiples formes, même dans le refus silencieux d'un homme. À l'aube, alors que les premiers rayons du soleil tentèrent de se faufiler entre les fissures, Adeline et Kodjo avaient déjà construit un pont invisible de respect et de compréhension mutuelle. Ils avaient survécu à la nuit la plus sombre de leur vie, non par soumission, mais par la force de leur esprit. Mais M. Dubois refusait de croire la vérité. Il avait planifié l'humiliation parfaite, et son esprit pervers ne pouvait concevoir que la résistance puisse naître d'un acte de compassion et d'honneur. Il ne verrait que ce qu'il voulait voir, une confirmation de son pouvoir absolu, aveugle à la véritable victoire qui s'était produite entre ses murs. Le lendemain matin arriva avec la brutalité habituelle du soleil des Caraïbes, mais à l'intérieur du manoir, l'atmosphère était encore plus étouffante. M. Dubois, impatient de savourer les fruits de sa cruauté, ouvrit la porte de la pièce verrouillée. Il s'attendait à trouver Adeline défigurée par la honte, les 4 esclaves portant dans leur regard vide la preuve de leur service. La lumière qui inonda la pièce révéla Adeline blottie dans un coin, les yeux humides, mais avec une expression de résignation qu'elle forçait à exprimer. Kodjo se tenait aux côtés de Jibad, Kwame et Sekou, tous impassibles, le corps tendu, affichant une soumission forcée. Ils avaient répété la comédie en silence pendant les dernières heures de la nuit, un accord tacite pour protéger Ama et préserver tant bien que mal le peu de dignité qui leur restait. Kodjo, la voix vide et dénuée de toute émotion, regarda le sol et prononça les mots que M. Dubois désirait tant entendre. « C'est fait, monsieur. » Un frisson parcourut Adeline, mais elle garda les yeux baissés, feignant la soumission attendue par M. Dubois. M. Dubois examina Adeline avec des yeux cruels, un sourire satisfait tordant ses lèvres fines. Il s'approcha d'elle, son haleine de brandy et de tabac envahissant l'intimité d'Adeline, une odeur qu'elle associait désormais à la décomposition. « Bien, vous avez appris à connaître votre place, Madame Dubois. Et vous, se tourna-t-il vers les esclaves, avez appris que la désobéissance a un prix qui ne vaut pas la peine d'être payé.
À ma vie, pour l'instant. Mais vous serez surveillé. Au moindre faux pas, le fouet chantera plus fort que ses cris. Kojo fut immédiatement renvoyé au champ de canne à sucre, mais sous une surveillance accrue, ses déplacements étant suivis par des surveillants spécialement désignés. Jibad, Kwame et Sekou reprirent également leur dur labeur. Mais la menace implicite planant sur eux, rappel constant de la fragilité de leur vie et de la cruauté du maître. Adeline, quant à elle, fut libérée de sa chambre, mais son quotidien redevint celui d'une épouse objectifiée, objet décoratif des réunions de M. Dubois, sa présence rappelant constamment son pouvoir absolu. Elle errait dans le manoir tel un fantôme, son corps portant encore le poids de l'humiliation, mais son esprit, secrètement, était renforcé par la résistance silencieuse de Kojo. La farce de cette nuit devint un secret partagé, un lien invisible entre elle et les 4 hommes, en particulier Kojo, qui avait choisi l'honneur plutôt que la vie de sa mère, et dont elle savait qu'il avait aussi sauvé la sienne. 3 mois s'écoulèrent, chaque jour étant une répétition monotone et oppressante du précédent. Adeline se sentait inhabituellement fatiguée, avec des nausées matinales qu'elle attribuait au stress et à une mauvaise alimentation. Mais soudain, la vérité s'imposa avec une force irrésistible. Elle était enceinte. La panique la saisit, un frisson glacial lui parcourut l'échine, plus intense que toute peur qu'elle avait jamais ressentie. Elle n'avait pas couché avec Kojo cette terrible nuit. Ils avaient résisté ensemble, dans un acte d'humanité défiant la barbarie. Mais elle avait couché avec M. Dubois des semaines avant la punition, lors d'une de ces rares et brutales occasions où il l'utilisait pour assouvir ses désirs, sans amour, sans affection, seulement par l'imposition de sa volonté. L'enfant était de lui, indéniablement de lui. Mais comment expliquer cela à M. Dubois? Comment le convaincre que l'expérience qu'il croyait réussie ne s'était en réalité jamais déroulée comme il l'avait imaginé? L'ironie était cruelle, le piège parfait. La nouvelle de la grossesse d'Adeline parvint à M. Dubois à l'improviste, apportée par l'une des domestiques, qui osait à peine lever les yeux. Pour Adeline, c'était la matérialisation de son pire cauchemar, un fardeau qui l'enchaînait encore davantage. Pour M. Dubois, c'était la confirmation de sa méchanceté et de son pouvoir. Il sourit, un sourire de satisfaction perverse qui n'atteignit pas ses yeux froids, mais tordit ses lèvres fines en une expression de triomphe. « Mon expérience a donc réussi », murmura-t-il pour lui-même, la voix emplie d'un triomphe sombre et cruel. Il croyait fermement que l'enfant était celui de Kojo, le fruit de cette nuit orchestrée par lui. Dans son esprit pervers, cette grossesse était la preuve ultime de son pouvoir absolu, la démonstration ultime qu'il pouvait manipuler les vies et les destins, transformant sa femme et ses esclaves en simples instruments de sa volonté. L'enfant, pour lui, serait un trophée, un symbole de sa capacité à briser les esprits les plus résistants, à réécrire la réalité à son image. Adeline observa la lueur cruelle dans les yeux de M. Dubois tandis qu'il parlait de l'enfant, comme d'un simple animal, le fruit de sa possessivité. Elle comprit alors, avec une clarté douloureuse et plus profonde que n'importe quel coup de fouet, que la vérité importait peu. Sa version des faits, son innocence, la résistance silencieuse et honorable de cette nuit-là, le sacrifice de Kojo pour protéger sa mère, rien de tout cela ne lui importait. Pour M. Dubois, la réalité était malléable, façonnée par sa volonté et son sadisme. Il s'était construit un récit d'humiliation et de contrôle, et la grossesse, dans son esprit malade, ne faisait que confirmer ce récit, renforçant sa conviction de pouvoir dominer tout et tous. La vérité était submergée par la marée de sa perversion, un îlot isolé que personne n'oserait reconnaître. Adeline était désormais prisonnière d'un réseau de mensonges qu'il avait lui-même tissé, un piège sans issue apparente. L'enfant qui grandissait dans son ventre, le sang de M. Dubois, serait, aux yeux du monde, la preuve irréfutable du succès de son acte le plus odieux. C'était une cruelle ironie, une distorsion de la réalité qui l'emprisonnerait davantage, la transformant en complice d'une farce qu'elle abhorrait. Elle se retrouva de nouveau en cage, mais cette fois, cette cage était son propre corps, et la clé, scellée avec la satisfaction perverse de M. Dubois, était entre les mains d'un monstre, dictant chaque battement de son cœur et chaque souffle de son existence. Adeline se sentait étouffée,
non seulement par l'humidité oppressante de la colonie, mais aussi par le tissu de mensonges dans lequel elle était empêtrée. L'enfant qu'elle portait, le sang de M. Dubois, était la preuve pour le monde extérieur de la cruelle expérience de son mari, un souvenir vivant d'une nuit qui ne s'était jamais déroulée comme il l'avait imaginé. La vérité était muette, et Adeline, plus que jamais, se sentait isolée, prisonnière de son propre corps et de son destin. Mais l'idée d'élever son fils sous le joug d'un monstre, de le voir grandir dans un monde où la dignité était bafouée et l'humanité niée, lui était insupportable. Elle avait besoin d'un allié, quelqu'un qui connaisse la vérité, quelqu'un qui puisse voir au-delà de la farce. Son regard, souvent perdu dans le vide, se mit à chercher Kojo. Leurs rencontres commencèrent discrètement, au fond de la chapelle abandonnée de la ferme, un lieu oublié où les mauvaises herbes poussaient sans vergogne et où la poussière couvrait les autels. Kojo, sous prétexte de ramasser du bois ou de faire des courses, rencontrait Adeline. Au début, ce n'étaient que des regards furtifs, des paroles murmurées sur le bien-être d'Ama, la mère de Kojo, désormais en sécurité grâce à la résistance silencieuse de cette nuit. Au fil du temps, il commença à lui apporter de petits sachets de plantes médicinales qu'Ama, avec sa sagesse ancestrale, préparait pour soulager les nausées matinales d'Adeline. C'était un geste d'attention qu'Adeline n'avait pas reçu depuis des années, une gentillesse qui la toucha profondément. En retour, Adeline, utilisant les livres qu'elle lisait en secret chez M. Dubois, commença à apprendre à Kojo à mieux écrire, recopiant des passages de poèmes et de lettres d'abolitionnistes français qu'elle conservait comme des trésors interdits. Au cours de ces rencontres secrètes, à l'ombre de la chapelle et sous le regard complaisant des autres esclaves qui la connaissaient, une profonde amitié naquit, bâtie sur la souffrance partagée et la résistance silencieuse. Kojo parla de son Afrique perdue, des rituels, des histoires de ses ancêtres. Adeline évoqua une France qu'elle connaissait à peine, mais qui représentait la liberté et la justice auxquelles elle aspirait. Elles étaient deux naufragées, chacune se tenant la main pour ne pas sombrer dans l'obscurité qui les entourait. La grossesse d'Adeline progressa, et avec elle, l'urgence d'une solution. C'est alors que Kojo, fort de la confiance que leur amitié leur avait conférée, révéla à Adeline le secret le plus dangereux de la plantation. Les esclaves organisaient un plan d'évasion collectif dans les 6 mois. La révolte serait menée par un rebelle charismatique et redouté nommé Duty, un homme d'une force et d'une sagesse incomparables, dont le nom était murmuré avec révérence et crainte par les esclaves, et avec mépris et terreur par les maîtres. « Vous pouvez venir avec nous, Madame Dubois », proposa Kojo, les yeux rivés sur les siens, l'espoir mêlé de danger dans la voix. « Vous et l'enfant. Monsieur Dubois ne la laissera jamais partir. Il la gardera, elle et l'enfant, prisonnière comme un trophée de sa cruauté. » Adeline ressentit un frisson. Fuir signifiait abandonner tout ce qu'elle connaissait, aussi terrible fût-il. Cela signifiait devenir une fugitive, traquée par les chiens et les surveillants de Monsieur Dubois, vivre une vie d'incertitude et de danger dans les montagnes. Mais rester signifiait élever son enfant sous la domination d'un monstre, le voir se faire façonner par la cruauté, vivre une farce qui la consumerait de l'intérieur. Chaque jour qui passait, la plantation semblait rétrécir, les murs du manoir se refermant sur elle. La décision était monumentale, un abîme d'incertitude. Elle regarda son ventre, où la vie grandissait, et Kojo, dont le regard offrait une promesse de liberté, aussi risquée fût-elle. Elle savait qu'il n'y avait pas de temps à perdre. La décision serait prise par le destin. La décision d'Adeline pesait lourdement sur elle. Un nuage noir qui ne se dissipait pas, mais la vérité est que le moment de cette décision était pourtant brutalement anticipé par la nature. Par une nuit tropicale orageuse, sous des vents violents et une pluie torrentielle s'abattant sur le manoir, Adeline commença le travail. Les contractions la frappèrent avec une férocité qui lui fit oublier momentanément le tissu de mensonges et la peur constante qui l'entourait. La douleur était vive, primitive, et l'isolait de tout, sauf de la lutte pour donner naissance à une nouvelle vie. Seule Ama, la mère de Kojo avec sa sagesse ancestrale et ses mains expertes, et quelques autres femmes esclaves qui nourrissaient secrètement une compassion silencieuse pour Madame Dubois, purent l'aider. Monsieur Dubois était assis dans son bureau, distant et indifférent,
absorbé par ses livres de contes et ses rêves de richesse encore plus grandes, complètement aveugle à la bataille pour la vie qui se déroulait sous son propre toit. Des heures d'agonie s'éternisèrent, ponctuées par les cris étouffés d'Adeline et les murmures encourageants des femmes. La pièce étouffante, éclairée seulement par des lampes vacillantes, devint un sanctuaire improvisé de force et de solidarité féminine. Quand enfin le premier cri strident d'un nouveau-né résonna dans la pièce, ce fut un son de profond soulagement et en même temps d'effroi glacial. Adeline, épuisée et trempée de sueur, leva la tête pour voir la petite créature qu'elle avait portée. Amma, avec un doux sourire, lui prit le bébé dans les bras. L'enfant, silencieusement baptisé Liberté par Adeline dans un acte d'espoir et de rébellion, naquit avec la peau claire, les cheveux blonds et les yeux bleus, héritant indéniablement des traits européens d'Adeline et de M. Dubois. Elle était, sans l'ombre d'un doute, la fille biologique du fermier, preuve irréfutable de la tromperie qu'il avait orchestrée, mais qui se retourna contre lui d'une manière qu'il n'aurait jamais pu prévoir. Le destin avait joué avec lui, utilisant sa propre chair et son propre sang pour démanteler son récit. La nouvelle de la naissance, annoncée par une servante tremblante, parvint à M. Dubois comme un éclair. Il s'attendait à un enfant à la peau plus foncée, preuve visible de sa perversion, trophée ultime de sa domination. Lorsqu'il daigna enfin se rendre dans la chambre d'Adeline et vit le bébé dans ses bras, son visage maigre et dur se tordit en un masque de fureur et d'incrédulité si intense que, l'espace d'un instant, Adeline crut qu'il allait exploser. « C'est impossible, vous m'avez piégé, vous et cette maudite esclave avez monté un coup !» rugit-il, sa voix résonnant dans les couloirs de la grande demeure, faisant trembler les murs et terroriser les servantes. Adeline, malgré la faiblesse de l'accouchement, ressentait une force inconnue, une férocité maternelle qui la propulsait. Elle leva la tête, les yeux fixés sur lui, une flamme de défi brûlant dans son regard. « Cet enfant est à vous, monsieur Dubois. Je n'ai jamais touché Kojo. Vous m'avez forcé à le garder, certes, mais nous avons résisté. C'est votre fille, votre sang même, la preuve que votre méchanceté ne peut tout corrompre. » Sa voix, bien que rauque, portait une vérité indéniable qui résonnait dans la pièce. Monsieur Dubois ne pouvait l'accepter. Son récit de contrôle absolu, sa preuve de pouvoir sur la vie et la mort, sur la dignité de ses inférieurs, avait été démenti par une simple vérité biologique. L'idée d'avoir été trompé, de voir son orchestration perverse démasquée par un bébé à la peau claire, était insupportable, un affront à sa masculinité déformée et à son ego surdimensionné. « Alors, tu t'es moqué de moi ?» rugit-il, la haine brûlant dans ses yeux, les transformant en fissures glacées. « Je vous tuerai tous les deux, toi et l'esclave. Et cet enfant, preuve de votre impudence et de vos mensonges, sera jeté au cochon, si bien que son nom ne sera plus retenu. » La menace était réelle, la terreur palpable, mais Adeline ne broncha pas. Serrant Liberté de toutes ses forces, protégeant la petite vie de son propre corps, elle le regarda dans les yeux, la peur mêlée à une détermination inébranlable. « Tuez-moi si vous le souhaitez, faites de moi ce que vous voulez, mais cet enfant est de votre sang, et vous ne la toucherez pas. » Cette nuit-là, alors que la fureur de M. Dubois atteignait son paroxysme, l'air de la plantation s'emplit de la menace imminente de mort et de châtiment. C'est alors que, provenant des quartiers d'esclaves et des champs de canne à sucre, les tambours de la révolte, autrefois murmures lointains, commencèrent à résonner avec une force indéniable, annonçant que le destin était bel et bien arrivé, et non ce que M. Dubois avait prévu. Les tambours de la révolte, autrefois murmures lointains, explosèrent en un rythme assourdissant, le son d'un châtiment tant attendu. M. Dubois, furieux contre Adeline et la petite Liberté, n'eut pas le temps de réagir. La rébellion anticipée éclata. 50 esclaves, armés de machettes et de torches, attaquèrent le manoir. Les champs de canne à sucre s'embrasèrent et des cris de liberté résonnèrent dans la nuit orageuse, couvrant les rugissements de M. Dubois. Il tenta de fuir, silhouette pathétique dans son manteau de soie, mais fut intercepté et capturé par Duty. Kojo, au milieu du chaos, trouva Adeline et Liberté dans la chapelle où elle s'était réfugiée. « Venez avec moi, maintenant », dit-il d'une voix pressante mais promettant le salut.
Sans hésitation, Adeline s'enfuit avec sa fille dans les montagnes, tandis que la ferme des Dubois brûlait, symbole de la destruction que le fermier avait lui-même semée. Monsieur Dubois fut conduit devant un tribunal improvisé mis en place par les esclaves, où ses atrocités furent jugées. Sa sentence fut prononcée avec la même froideur qu'à son habitude. Il fut laissé enchaîner dans la maison en flammes, mourant dans les ravages qu'il avait lui-même causés. La colonie brésilienne, sous domination française, n'oublierait jamais cette nuit, mais les archives officielles, cherchant à la terre, l'effaceraient de l'histoire. Dans les montagnes, loin de la cruauté coloniale, Adeline, Kodjo, la petite Liberté et des dizaines d'anciens esclaves formaient un quilombo prospère. Ils vivaient cachés, cultivant la terre et bâtissant une communauté fondée sur le respect mutuel et la solidarité. Kodjo devint un chef avec Doti. Adeline utilisa son éducation pour apprendre aux enfants à lire et à écrire, allumant ainsi la flamme du savoir et de l'espoir. Elle et Kodjo ne devinrent jamais amants, mais restèrent de profonds amis, unis par l'expérience d'un traumatisme commun et d'une résistance acharnée. « Tu as sauvé mon humanité cette nuit-là », lui dit Adeline des années plus tard. « Et tu as sauvé la mienne », répondit Kodjo. Mais le monde colonial, soucieux de préserver le récit du pouvoir, refusa que cette histoire soit racontée. Les autorités françaises enregistrèrent Adeline comme morte dans l'incendie avec Dubois. Kodjo fut répertorié comme fugitif, et Liberté n'apparut jamais dans les archives coloniales. Les lettres qu'Adeline écrivit des années plus tard, dénonçant la cruauté, furent interceptées et brûlées par les autorités métropolitaines. L'affaire Dubois fut effacée pour masquer la déchéance morale de l'élite, mais des fragments de journaux intimes, découverts en 1890 par un historien abolitionniste, maintinrent la vérité vivante. La vérité fut enterrée, mais pas éteinte. Des décennies plus tard, Liberté, femme libre et forte, leader communautaire et mère de 3 enfants, était assise avec Adeline et Kodjo, désormais âgés, sous un manguier du Quilombo. « Ça en valait la peine ?» demanda Adeline, sa voix douce rappelant une vie de lutte. Kodjo regarda le Quilombo prospère au loin. Chaque jour de liberté, Madame Dubois vaut une vie de chaîne. Adeline sourit, un sourire qui illumina son visage vieillissant. Monsieur Dubois voulait nous détruire, Kodjo. Mais nous avons construit ce qu'il n'a jamais eu, une communauté d'amour, de respect et de liberté. Ils ont gagné en restant humains. L'histoire d'Adeline et Kodjo témoigne donc de l'indomptable résilience de l'esprit humain. Adeline fut contrainte à un acte odieux par un mari monstrueux. Kodjo fut menacé de mort pour sa mère. Mais ils choisirent de préserver leur humanité, leur dignité et leur amour de la vie, alors même que le monde qui les entourait célébrait l'inhumanité. Leur histoire fut effacée car elle révélait des vérités dérangeantes. Les maîtres coloniaux étaient les véritables sauvages. La résistance existait même dans les endroits les plus sombres. L'amour et la dignité survivaient même en enfer. Les autorités françaises occultèrent cette affaire pendant des décennies, car elle révélait l'hypocrisie brutale du système colonial. Finalement, elles ne purent effacer la vérité du cœur de ceux qui l'avaient vécue. Et maintenant, je vous le demande, combien d'histoires comme celle-ci ont été effacées pour protéger des réputations entachées? Combien de vérités sont encore enfouies, attendant d'être révélées? Si cette histoire vous a touché, ne la laissez pas mourir à nouveau. Abonnez-vous à la chaîne, activez la cloche et partagez avec ceux qui ont besoin de connaître les vérités qu'ils ont tenté de dissimuler. À bientôt, et n'oubliez jamais, l'histoire appartient à ceux qui ont le courage de la raconter, pas à ceux qui tentent de l'enterrer.